qui m'a vraiment marquée ici en arrivant, c'est moi qui étais parisienne, qui ai travaillé dans pas mal de cinéma parisien après avoir travaillé en province, c'était que je découvrais un territoire avec ses habitants et un territoire tout proche de où je vivais, de ce que je connaissais et qui en même temps n'avait rien à voir avec ce que je connaissais. Eh bien, ça remonte jusqu'à 1861. Un certain Abraham Fontanelle avait un café sur la place Carnot. Alors pourquoi le Trianon? Mais c'est une référence au Trianon de Versailles. Ici, nous étions en hauteur, au milieu des champs, et ce petit café, sans prétention, avait un peu un aspect de pavillon de chasse, comme Marie-Antoinette l'avait souhaité au Trianon. Alors, on parle de cinéma dès 1906, mais dans une salle de café. Petite salle, obscure, on projette les premiers films en noir et blanc. Alors après, ça a continué et je crois que le cinéma s'est installé petit à petit jusqu'à ce que un autre couple arrive en scène. Les Seigneurs. Le couple était des passionnés en fait de cinéma. Bien plus que le café, c'était le cinéma qui les intéressait. Donc les Seigneurs acquièrent le fonds de commerce et en 1936, ils vont vraiment installer une vraie salle de cinéma, un peu comme celle-ci, plus petite, mais il y avait déjà 90 places, quand même. Et une salle où on pouvait projeter sur un écran déjà relativement grand. Le Trianon, c'est un lieu que j'ai commencé par découvrir à travers l'école. Et donc c'était vraiment, le Trianon pour moi c'était associé à quelque chose de très joyeux et festif parce que c'était demain après-midi on va pas à l'école et on va voir un film avec la classe et les professeurs et tout. C'était le lieu de plaisir en fin de semaine. Il rencontre un public très divers. Voilà, des gens de tous les âges, de tous les milieux. C'est vraiment un lieu pour tout le monde en fait. Il y a des familles, il y a des enfants, j'ai déjà vu des petits bouchous de 9-11 ans qui vont au cinéma tout seuls. En 1944, il va se passer un événement qui va tout bouleverser. Bombardement des Alliés. Il y avait une bombe à retardement qui était tombée. Et le lendemain matin, cette bombe a détruit entièrement le cinéma. En 1949, Charles Seigneur furet un peu en banlieue parisienne. On lui a dit qu'il y avait des cinémas en construction. À Bécon-les-Bruyères, il tombe sur le Casino en construction et il y a déjà une jolie forme de paquebot. Et justement, l'architecte est là, Monsieur Charles Genêtre. Ils discutent avec lui et ils se disent « Mais nous, on est propriétaire d'une salle de cinéma, tout a été entièrement détruit à Romainville et on voudrait bien faire quelque chose de nouveau. » Charles Genêtre dit « Est-ce que vous avez des dommages de guerre ?» Parce que c'est l'époque des dommages de guerre, il va y avoir un devis de 26 millions quand même de francs. Donc là, c'est Genêtre qui devient officiellement l'architecte, il va faire des nouveaux plans fantastiques, avec dedans d'ailleurs un dancing appelé Le Rêve et une salle de jeu avec billard appelée la Ronde des Jours. Eh bien la suite, ça va être la construction, grâce aux dommages de guerre, presque intégralement, du cinéma, du nouveau cinéma, inauguré en janvier 1953. Et là, je crois que tout le monde se précipite sur le Trianon dans les communes avoisinantes, commence à être vraiment connu. Je crois qu'on venait tout juste d'emménager et donc on était très heureux de se retrouver. On s'était mis un peu dans le fond à gauche de la salle et puis on était amoureux, voilà, on s'est fait des bisous et puis on s'est fait rappeler à l'ordre. On était surpris mais voilà. Pendant le film? Pendant le film, oui, mais on ne faisait pas de bruit, on n'était pas très délurés, enfin c'était quand même correct. C'était correct, mais ça a déplu à quelqu'un. Voilà. Alors ça, c'est le premier souvenir du cinéma Trianon. Ce que j'aime dans le fait de venir au Trianon, c'est que c'est un cinéma qui est à proximité de chez moi.
qui n'est pas très cher comparément à d'autres cinémas, qui est un endroit qui est un endroit historique et qui est très joli. Dans les années 60, il y a la télévision qui s'implante dans tous les foyers, de plus en plus. Et le cinéma baisse. La fréquentation aura diminué de moitié. Il y a plein de cinémas, d'ailleurs, qui à l'époque disparaissent. Alors, soit on les agrandit, soit qu'est-ce qu'on fait? Ils sont transformés en commerce. Mais quand même, le cinéma va être mis en vente un peu plus tard par René Seigneur. Lorsqu'il vient me voir en mairie, c'était pour me dire qu'il voulait cesser son activité. Alors il avait bien fait des démarches, mais il ne voulait pas d'un garage, d'une supérette. Il s'est tourné vers la ville pour nous demander si nous pouvions acheter le cinéma. J'ai répondu positivement, naturellement, mais 1 800 000 francs, c'était beaucoup. Et comme le Trianon est à la fois à Romainville et à Noisy-le-Sec, j'ai contacté Roger Gouillet, le maire de Noisy-le-Sec, et je lui ai dit, écoute, on peut l'acheter à deux. Ça nous fera, 900 000 francs chacun. Nous avons acheté le cinéma en 83 et nous l'avons inauguré en 84. Nous avions sauvé l'un des derniers cinémas des années 50. Je connais le Trianon en réalité depuis très longtemps, comme beaucoup de gens. Mais je suis originaire de Strasbourg, donc en fait je ne savais pas vraiment que je le connaissais. Je le connais par la dernière séance évidemment. Et je me suis rendu compte qu'il s'agissait de ce cinéma quand je suis arrivée à Noisy-le-Sec, c'est-à-dire il y a environ 25 ans. Les tournages de la dernière séance ont certainement ont beaucoup joué sur la notoriété du Trianon parce qu'il se savait dans le milieu professionnel que le Trianon était le lieu de tournage. Les sollicitations qu'on pouvait avoir régulières et qui sont encore le cas actuellement étaient beaucoup liées au fait que les gens connaissaient la salle de la dernière séance. Et puis c'était facile de croiser Eddie Mitchell, de croiser son équipe. Ils étaient là, les portes étaient assez facilement ouvertes, ils fumaient sur le trottoir. Enfin, c'était finalement assez simple. Et puis tout le monde savait le moment du tournage parce que tout d'un coup, le Trianon s'habillait de grands voiles noirs pour la période de tournage. Oui, on y venait aussi quand il y avait les fêtes de Nouvel An, je me souviens. Noël, en fait, c'est vraiment, je crois, Zoé Méra qui tenait beaucoup à ce que cette salle, qui était une salle art et essai et qui était assez audacieuse dans sa programmation, etc., mais elle tenait aussi beaucoup à cet attachement au cinéma du patrimoine. Et peut-être un peu la conjonction aussi de l'aspect historique de la salle qui, moi, m'intéressait beaucoup et où on a, en retrouvant à partir d'archives, on a vu une programmation avec des avant-programmes, donc ces espèces de petits numéros qui étaient présentés avant les séances de cinéma. Et donc on a eu envie de faire revivre ces moments-là aux spectateurs. Dès qu'ils avaient passé les portes, ils étaient dans un environnement festif de Noël, mais qui était celui en accord avec le film aussi. On imaginait tout ce qu'on allait mettre en place pour surprendre, faire plaisir aux spectateurs. Donc au niveau de la décoration, au niveau des attractions, au niveau de ce qu'on allait leur mettre dans leur assiette, qu'on leur portait chacun à leur siège. Comme on allait s'habiller, parfois on a été revêtus de pellicules ou on s'est transformé en danseuse de French Cancan pour certaines d'entre nous. Et d'ailleurs, cette séance de French Cancan, ça a été un très beau Noël en fête, avec deux anciennes danseuses du film qui ont levé la jambe, comme dans le film, à 75 ans.
C'était voilà, des moments très forts avec un spectacle de French Cancan. Alors, on se souvient d'une séance un peu particulière à Noël. Lors de la séance Chantons sous la pluie, bien entendu, il y avait 3 petits fours qui nous étaient offerts à l'entracte, plus une coupe de champagne, fort sympathique. Et à la sortie, nous avions un petit parapluie. Mais on ne savait pas trop pourquoi. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'extérieur, on s'est rendu compte qu'il pleuvait énormément, beaucoup de pluie, c'était une tempête. Mais en fin de compte, le Trianon avait mis des jets d'eau au-dessus du cinéma et nous étions obligés d'ouvrir notre parapluie pour se protéger des jets d'eau du Trianon. C'est le plus beau que j'ai fait parce qu'il a été réussi en tout point, avec le décor qu'on avait trouvé, avec la pluie à la fin qui tombait sur les gens quand les gens sortaient de la salle et qui dansaient avec leur parapluie. Et puis ce film qui est magique, qui raconte la fin d'une époque, et puis qu'en même temps, un film, Chantons sous la pluie, qui vient donner de l'espoir, même si les choses sont difficiles, et qui est quelque chose qu'on a envie de transmettre à tout le monde, quoi. Et donc c'était beau, et pareil, il y avait un public très divers. Il y avait des enfants, des adultes, des gens âgés, des gens jeunes, des gens de tout horizon. Je crois que c'était complet. Enfin, on avait fait des très belles séances. Et c'était voilà, des moments comme ça extraordinaires. Il y en a beaucoup d'autres, mais je suis obligée de choisir. Alors, mon meilleur souvenir, je dirais que c'était quand j'étais au collège. On était venu voir un film, je ne me rappelle plus du titre malheureusement, c'était avec Romain Duris, ça je me rappelle. Et c'était un peu avec des costumes d'époque, style un peu... C'était peut-être un film sur Molière, je ne sais plus. Et j'ai adoré le film. C'était la première fois, je crois, avec mon groupe d'amis qu'on avait pu s'asseoir au balcon du Trianon. Et on se sentait un peu comme des superstars. On était là à 12 ans, on est au balcon du Trianon. Et c'était un très chouette souvenir. Alors l'identité forte du Trianon, je crois déjà que c'est son architecture, cet écrin qui montre à quel point il est ancré dans l'histoire de ces deux villes. Alors le Trianon est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, donc ça nécessite une approche soigneuse. S'il a été protégé, c'est pour son histoire, c'est pour son architecture. Et l'enjeu, c'est de surtout pas dénaturer toute cette partie de protection. On avait suffisamment de parties où on pouvait intervenir, comme le sous-sol où il n'y avait pas une intervention, mais tout le reste qui avait un caractère patrimonial, il fallait surtout se glisser dans les chaussons, si je puis dire. On voulait que ce soit toujours un lieu aussi beau qu'il l'était, peut-être même encore plus, qu'il retrouve sa beauté d'antan qu'il avait un peu perdue. Il était un petit peu, il était un peu décati quand je suis arrivée, quand on a dû faire ces travaux. C'est un monument historique, donc il fallait que tout le monde après soit fier de cette réalisation. Tous les retours qu'on a eus, c'est on a l'impression que vous avez rien fait et qu'on l'a retrouvé comme il était. Et ça, c'est une grande fierté pour moi parce que moi, j'aime à dire, je ne suis pas l'architecte de ce cinéma, je suis juste intervenu à un instant T sur le cinéma, on l'a soigné, mais j'avais aucune volonté, et ça, pendant toutes les études et chantiers, je me suis attaché à ne pas le dénaturer. Voilà. On a l'impression parfois d'être complètement à contre-courant des sociétés dans lesquelles on vit, qui sont des sociétés ultra-libérales, du tout marchand, etc. Et nous, sur Reste Ensemble, on a ces cinémas publics où la communauté prend en charge 50% du fonctionnement des cinémas, où il y a cette espèce de partage parce qu'on sait que les politiques culturelles en général et celles du cinéma en particulier sont extrêmement émancipatrices et peuvent vraiment aider à construire les citoyennes et les citoyens de demain. L'arrivée d'une chargée du jeune public a permis de développer des actions que peu de salles peuvent faire et d'aller très loin dans les animations, dans les projets, les dispositifs d'éducation à l'image. Alors la classe image, c'est un dispositif qui consiste à familiariser les enfants avec toutes les notions du cinéma, mais vraiment de façon très large, à la fois de découvrir des films, de découvrir un lieu, puisqu'il y a une visite, de découvrir des gens, des métiers, puisqu'à la fin, lors du festival, ils ont chacun un des métiers qui leur est attribué et ils l'investissent. Ça leur permet de découvrir ce qu'est un festival, de l'organiser.
Le festival Les Enfants font leur cinéma fête cette année son 25e anniversaire et il s'est professionnalisé. Beaucoup d'écoles participantes, de centres de loisirs et même de collégiens aujourd'hui et de lycéens réalisent des films dans les classes pendant toute l'année scolaire et découvrent du coup l'envers aussi des métiers du cinéma. Ça, c'est très important que ces films-là soient montrés également en avant-programme de toutes les séances du festival. On voit passer énormément d'images, on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas si c'est la réalité, si c'est la fiction, on ne sait pas comment ça se fabrique et du coup comment on peut la manipuler. On est dans un moment où, avec l'arrivée massive des propositions des plateformes et du coup de consommation de contenu cinématographique ou autre chez soi, il y a un vrai enjeu à réenchanter l'expérience de la salle qui reste complètement irremplaçable. Et évidemment qu'on a envie de pouvoir transmettre ce goût du cinéma en salle à la jeunesse. Et c'est vrai que partir sur un film en le regardant dans un espace dédié, dans un très beau cinéma, et accompagné à la fois par une présentation, par des documents, par aussi une ligne éditoriale, je pense que c'est très important pour permettre aux spectateurs de développer un esprit critique, de pouvoir partager un moment collectif, d'échanger autour d'une œuvre qui généralement a été faite par un artiste, par quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la société, sur le monde. On essaye de multiplier les propositions en direction de ces jeunes, avec des expériences innovantes comme des propositions de jeux vidéo en salle après des séances de cinéma, d'essayer de mixer un petit peu les propositions et puis d'aller sur des terrains un petit peu différents, de faire des pas de côté de temps en temps par rapport à nos activités habituelles. J'ai eu la chance d'avoir un projet par la classe Images sur le documentaire. Les enfants ont vraiment compris qu'il existait des films aussi qui représentaient la réalité. Et ça a été vraiment une découverte pour eux et quelque chose d'important. Donc en fait, je pense que vraiment faire la distinction entre différents types d'images, différents types de récits, ne pas juste absorber et croire tout ce qu'on entend. Plus on apprend petit et de façon ludique et de façon intéressante, tu sais. Alors, je me souviens qu'avec ma chorale Battement de cœur de Romainville, nous avons chanté dans ce cinéma 2 chants concernant justement Romainville, qui avaient été créés par Paul de Kock, une qui s'appelle Le bois de Romainville. Et la deuxième? Alors, dans le bois de Romainville, habitants de la ville, venez de bon matin, dans ce riant asile, déjeuner au moulin. Qu'on est heureux, joyeux, tranquille à Romainville, ce bois charmant pour les amants offre 1000 agréments. Le bois, la nuit creuse, nous dit-on, est malsain. Filles, on vous en appose, prenez-y le serein. Qu'on est heureux, joyeux, tranquille. Enfin, voilà. Et puis la finale, c'était... Oui, tant qu'à Romainville, 2 à 2 l'on ira. Le monde si fragile, jamais ne finira. Avec l'équipe, on était effectivement parvenus à faire venir quand même, je crois, quasiment tous les habitants romainvillois et noiséens fréquentaient le Trianon, sauf des retraités algériens qui vivaient dans le foyer Sonacotra à quelques mètres du Trianon. Et ceux-là, je n'arrivais pas à les faire venir. Pour moi, c'était inconcevable. Tout le monde devait fréquenter le Trianon. J'étais allée les voir en leur demandant quel film ils avaient envie qu'on programme, à quelle heure. Je les invitais, ils n'avaient pas à payer. Mais rien à faire, ils ne venaient jamais. Donc j'ai décidé de faire des petits portraits de ces hommes, de ceux qui voudraient bien, et de les montrer en avant-programme des longs métrages pour qu'ils viennent enfin pousser la porte du Trianon. Et puis à un moment donné, avec la monteuse des films, on s'est dit que ces petits portraits se répondaient et que ce serait intéressant de faire un montage plus long. Et donc là, on a du coup réalisé Le foyer des hommes discrets, un film d'une 40aine de minutes qui rassemblait ces portraits. Et quand on a fait la projection, c'était très émouvant parce que ces hommes que les habitants ne voyaient pas,
Finalement, il y a eu cette rencontre et les semaines qui ont suivi, les cinéphiles disaient j'ai retrouvé le monsieur qu'on a vu dans le film, etc. Et du coup, voilà, il y avait une convivialité qui était née entre des habitants qui ne se côtoyaient pas grâce au film. Et je trouvais ça plutôt joyeux parce que c'est vrai que ces messieurs étaient complètement anonymes et pourtant ils étaient souvent assis sur la place Carnot, mais personne ne les voyait. Et à partir de ces petits films, on a commencé à les voir et à leur parler. Donc l'aventure du Festival du film franco-arabe, c'était pour moi bien sûr une très très belle expérience. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle opportunité, puis qu'il y avait une belle résonance ici au Trianon, en Seine-Saint-Denis, de pouvoir créer ce festival ici. Et petit à petit, ça s'est étoffé. Il y avait des moments forts où à plusieurs reprises on s'est rendu compte qu'au moment du festival, il y a des femmes surtout venaient au cinéma pour la première fois. Des mères venaient avec leurs filles d'un certain âge, elles n'étaient jamais allées c'était autorisé d'aller au cinéma, toutes seules évidemment que non, mais avec elles venaient accompagnées par leurs enfants, et c'était vraiment très très beau au niveau spectateur, un métissage de public, c'était ça le souhait, c'est que des gens poussent la porte pour la première fois ou reviennent du territoire, des gens d'origine étrangère, c'était ça le but, ces gens-là qui sont français mais qui osaient pas, qui estimaient que c'était pas leur lieu, sont venus à l'occasion du festival. Le projet un peu emblématique qu'on porte depuis plusieurs années maintenant, c'est celui avec les apprenants en langue française, ce qu'on appelle les FLE. Donc on travaille avec toutes les associations ou structures municipales de Romainville et de Noisy-le-Sec pour faire un parcours cinéma à l'intérieur de ces cours d'apprentissage du français, ce qui donne lieu à des vraiment très beaux moments, puisque très régulièrement on voit ici des hommes et des femmes qui sortent du cinéma avec des étoiles dans les yeux parce que c'est leur première séance de cinéma, et ça c'est toujours extrêmement émouvant pour moi de pouvoir discuter avec quelqu'un qui sort de cette expérience qui est notre raison d'être ici. Ce qui est très important dans nos cinémas et dans la façon dont ils sont gérés et dont ils travaillent, c'est qu'ils sont garantis de l'autonomie de programmation. Et ça, par tous les élus des villes dans lesquelles ils sont situés. C'est vraiment un principe pour moi qui est fondamental. La programmation est totalement acquise aux professionnels, aux agents et ne relève pas des élus. Alors c'est vrai que le premier effet qu'on attend de ces transports en commun, au-delà de pouvoir étendre le public, pourquoi pas évidemment à Paris ou à d'autres territoires environnants, c'est déjà dans un premier temps de pouvoir travailler sur cette mobilité de nos deux villes d'attache historiques, qui sont Romainville et Noisy-le-Sec. Et c'est vrai que le tramway par exemple, c'est un formidable outil pour pouvoir accéder aux quartiers les plus éloignés de Noisy-le-Sec. Le métro, c'est encore autre chose parce qu'on connaît la barrière psychologique que représente le périphérique parisien, qui est un mur en béton pour certains habitants. Et donc là, on va pouvoir le percer, ce fameux mur, et puis devenir aussi un petit peu un quartier de Paris, comme ça a été le cas partout où le métro s'est installé au cours de son histoire. Et alors, ce qui est quand même positif, je crois, c'est que l'entrée du métro de Romainville aura un peu le style du Trianon, puisqu'on va réutiliser, ou on utilise, puisque c'est déjà implanté, des colonnes telles qu'elles sont sur le Trianon. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler au restaurant du Trianon. Et c'est un peu un rêve d'enfance que je ne savais pas que j'avais. Et c'est vraiment super chouette parce que le style du restaurant est juste trop sympa. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que le cinéma et le restaurant, en fait, ça fonctionne ensemble.
Moi, ce que j'aime, c'est que le Trianon, ça me rappelle un peu l'origine du cinéma. À la base, le cinéma, c'était un endroit de vie sociale, de vivre ensemble, d'échange. Et c'était un endroit où on parlait, parfois pendant les films, on mangeait, on buvait, on discutait. Donc bon, là, évidemment, on regarde le film et ensuite on vient manger et boire, ou avant ou après au restaurant. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir accueillir le public qui va voir des films. Et parce que souvent, on est amené un petit peu à discuter. Je dis, ah, vous allez voir la séance, machin, vous allez voir quel film et tout. Et c'est vraiment très chouette. Le travail en direction des jeunes, le travail en direction des publics dits éloignés, c'est-à-dire ceux qui ont moins accès à la culture ou qui en tout cas ne s'y sentent pas autorisés, ne se sentent pas autorisés à pousser la porte du Trianon par exemple. C'est des préoccupations qui ont irrigué les politiques culturelles et les différentes directions qui sont succédées dans le cinéma et qu'on continue de porter, avec des problématiques qui évoluent évidemment au cours du temps, qui s'actualisent, qui changent un petit peu. Et puis aujourd'hui évidemment, et c'est récent, mais c'est un problème qui a été propulsé en tête des enjeux dernièrement, c'est évidemment celui du développement durable, qui intervient de plusieurs façons dans un établissement comme le Trianon. Donc en termes de programmation, là on a construit depuis quelques mois un cycle autour de l'environnement qu'on va continuer à développer. Et puis aussi c'est dans les pratiques au quotidien, dans ce que peut représenter le cinéma comme lieu d'échange aussi, et c'est très important pour nous que ici ça soit aussi un lieu d'échange, de parole, une sorte de forum citoyen aussi, où la parole et les débats d'ailleurs ne soient pas que descendants, où il y a un vrai échange avec différents acteurs. Et ce qui est formidable avec le cinéma, c'est que c'est un médium qui contient un petit peu tout à l'intérieur de lui-même et qui permet justement, en tirant telle ou telle ficelle, qu'elle soit justement sur le fond, sur les problématiques, mais sur aussi beaucoup d'autres enjeux. Le cinéma permet ça, permet la rencontre des idées, les échanges, et c'est ce qu'on essaye de continuer à faire ici. Pour les 70 ans du Trianon, j'aimerais leur souhaiter déjà un joyeux anniversaire. On lui souhaite beaucoup de très belles rencontres entre le cinéma et puis les spectateurs pour les années à venir. Il est beau, il a de l'allure, il est imposant, je dirais presque majestueux. Enfin, nous, on l'aime beaucoup. On a envie qu'il continue à être ce beau paquebot qui navigue au milieu de la place Carnot et qui continue à faire rêver et à nourrir l'imaginaire de générations de spectateurs. Que le public soit un peu plus au courant, parce qu'en fait il y a plein de gens qui vivent pas loin et qui sont pas au courant qu'il y a ce super cinéma avec le petit resto. Et puis il faudra continuer ce travail sur ce territoire, parce que ça c'est un travail qui est sans cesse à faire. Qui ne change pas, qui reste le Trianon. Je lui souhaite de continuer à garder la même âme qu'il a aujourd'hui, par le lieu qui est magique, mais en ce qui me concerne, par les gens qui y travaillent. C'est des vrais témoignages d'une époque et aujourd'hui ils fonctionnent, donc c'est bien la preuve qu'on peut arriver à garder du patrimoine et à le faire traverser le temps. Que ça continue, viva el cinéma.